Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La team Sphinx Media Radio et TV USA a le plaisir de vous proposer une nouvelle émission d'édification mutuelle. Notre équipe de ce jour se compose comme suit. À la coordination technique, nous avons M. Gabriel Diabaté. À la production et au pupitre, M. Paul-Alain Kofi. À la coordination de la rédaction, M. Léon Conan Kofi. À la présentation, moi-même, Marie-Pascale Pita, et je suis assistée par Madame Alexandrine Kwasi. Un adage bien de chez nous dit, et je cite, pour mieux apprendre, pour mieux appréhender où l'on va, il est important de savoir d'où l'on vient. Au moment où il s'apprête à reconquérir le pouvoir d'État en octobre 2025, après l'avoir perdu en décembre 1999, le PDCI est confronté à des défis majeurs, notamment des attaques tant au niveau interne qu'externe. Les militants vivent dans l'inquiétude parce que le président du parti, le ministre Tidjane Thiam, est l'objet de dénigrement par la presse d'État sur les réseaux sociaux. Dans l'interview accordée à France 24 il y a de cela quelques jours, le président du plus vieux parti politique d'Afrique, après l'ANC, a évoqué que des menaces sur sa sécurité personnelle par des voies autorisées. C'est donc peu dire que le PDC-RDA est dans la tourmente. Notre émission de ce soir a pour but de revisiter l'histoire du vieux parti afin d'en comprendre les défis similaires à ceux d'aujourd'hui que nos dévanciers ont pu surmonter. Pour ce faire, nous pouvions trouver mieux qu'une sommité grand militant et dépositaire de l'histoire du PDC-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous recevons ce soir le professeur Jean-Noël Loukou. Monsieur Jean-Noël Loukou, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes actuellement secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont, entre autres, de Histoire de la Côte d'Ivoire, la tradition orale africaine, Histoire et développement, la Côte d'Ivoire coloniale, le multipartisme en Côte d'Ivoire et bien d'autres ouvrages. Professeur Jean-Noël Il Loukou, faudrait vous êtes citer quand même l'ouvrage sur le PDCI RDA de Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'hier à demain, que vous avez d'accord, là, que donc je vous le Parti présente, qui a été démocratique de Côte publié d'Ivoire. chez l'Harmattan. Et puis mon Oui, dernier ouvrage, c'est sur la question controversée de l'ivoirité, publié également parfait. chez l'Harmattan l'année dernière, en 2024. Merci bien, professeur. Vous êtes aussi président de l'ONG RSC, Action pour la Renaissance du Centre. Euh, Professeur, y a-t-il des points importants? Là, vous avez cité que des points que nous avions omis, mais il y a des points encore que j'ai omis dans la présentation. Non, je pense que vous avez dit l'essentiel, à part que quand même, je suis vice-président du PDCI-RDA depuis 2024. Après D'accord, avoir, et je suis au bureau politique du PDCI depuis 1985. d'accord. Merci bien, professeur, pour cette précision. Chers auditeurs, nous voudrions vous demander d'accorder une attention particulière à notre illustre invité. Alors, professeur, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous parler brièvement de l'ONG Action pour la Renaissance du Centre? Quels sont vos objectifs et vos actions? D'accord. Avant de répondre à votre question, je voudrais quand même m'acquitter d'un devoir agréable, c'est de remercier M. Paul Alain Kofi et tous ses collaborateurs de Sphinx Media USA pour leur aimable invitation. Vous me permettrez également de remercier la vice-présidente, Madame Nana Fatiga, qui m'a mis en relation avec M. Kofi. Je voudrais également saluer tous les auditeurs et les membres de la diaspora ivoirienne aux États-Unis, militants et sympathisants du PDCI-RDA. J'espère que nous aurons une bonne discussion ce soir sur les problèmes de notre pays et la vie de notre parti. Un proverbe de chez nous dit que
on est intelligent à plusieurs. Et donc, nous aurons à discuter ensemble avec le thème que vous m'avez soumis qui était Oufouette à Thiam, similitude de combat. Vous avez mis combat au pluriel, euh, mais pour moi, ce pluriel est un singulier parce que D'accord? de mon point de vue, c'est le même combat d'Oufouette en passant par Bédier à Thiam, le combat pour la liberté, le combat pour l'indépendance nationale, le combat pour le développement de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, les contextes sont différents. Le contexte colonial dont nous allons reparler n'est pas le contexte d'aujourd'hui. De même qu'il y a de nouveaux enjeux à prendre en compte que ces enjeux qui n'existaient pas au temps de Houphouët-Boigny, la mondialisation, le multilatéralisme, la révolution numérique, l'intelligence artificielle, le terrorisme, les changements climatiques, etc. Bon, je pense que dans notre débat, nous pourrons revenir sur toutes ces questions-là. Pour revenir à Effectivement. votre question sur l'ARC, c'est une ONG que nous avons créée avec d'autres collègues et issus du centre de la Côte d'Ivoire, essentiellement pour des actions de développement. Je dois vous dire que actuellement, nos activités sont interrompues parce que la plupart des membres sont des fonctionnaires et c'est nous qui financions les activités. Il y a une activité dont nous sommes très fiers qui était le microcrédit pour les femmes. On appelait ça Mafayo, c'est-à-dire prends pour agir, pour faire. Et nous étions vraiment touchés de voir qu'avec des petites sommes, pas plus de 200 000 francs CFA, que nous prêtions à ces femmes, elles réussissaient à créer des activités génératrices de revenus dans le commerce, dans la restauration, etc. Mais comme je vous le dis, par manque de financement, nous avons suspendu nos activités pour le moment. Voilà ce que je peux dire de notre ONG. Merci bien, professeur. Là, déjà, vous aviez euh, annoncé, si je peux le dire ainsi, le thème de notre échange de ce soir. Et le thème est, je l'aurais dit, d'Oufoué-Boigny à Tidiane-Thiam, quelles similitudes pouvons-nous observer dans le combat politique? Donc, ma première question sera la suivante. Pouvez-vous nous retracer succinctement le contexte de lutte pour l'émancipation de notre pays? Je veux parler de la lutte coloniale, professeur. Donc, évidemment, nous étions dans le contexte colonial. À la fin du 19e siècle, les puissances impérialistes européennes vont se tailler des empires coloniaux sur les autres continents, notamment l'Afrique. Et c'est dans cette mouvance que la Côte d'Ivoire va être colonie française le 10 mars 1893 et restera colonie jusqu'à la proclamation de notre indépendance le 7 août 1960. Le contexte colonial, ça veut dire un régime d'administration directe où les Ivoiriens étaient des sujets français, étaient, comme on les appelait, des indigènes Les indigènes, oui. soumis au code de l'indigénat, privés des libertés les plus élémentaires, pas de droit d'association, pas d'expression, etc. Et c'est ainsi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Comme vous le savez, les Africains, notamment par les appelés qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. On disait tirailleurs sénégalais, mais ils ne venaient pas seulement du Sénégal. Beaucoup sont partis de Côte d'Ivoire pour combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les Africains, grâce à leur participation à la lutte contre le nazisme, vont acquérir le droit à la liberté et à la dignité. Cela va se traduire d'abord par la conférence de Brazzaville qui a eu lieu de janvier à février 1944. C'était une conférence coloniale qui regroupait les gouverneurs coloniaux des ensembles qui étaient l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. Le seul
africain, si on peut dire noir, qui comptait, c'était le gouverneur Eboué. À cette conférence, des propositions, des recommandations ont été faites, notamment pour amener des réformes dans les colonies. Et puis après, il y a eu la création de la 4e République française avec une nouvelle constitution qui reconnaissait enfin des droits aux Africains, notamment la citoyenneté et aussi la, la possibilité d'élire des députés, de créer des syndicats et des partis politiques. C'est ainsi que les Ivoiriens vont créer des syndicats. Le plus emblématique, ça a été le syndicat agricole africain, qui aura pour premier président Félix Houphouët-Boigny. Il y aura ensuite la création du parti politique, dont le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le 9 avril 1946. Donc voilà, brièvement rappeler le contexte dans lequel Félix Houphouët-Boigny va mener son action et va connaître d'irrésistible ascension qui a été le sien. Voilà, Merci bien, prof. brièvement rappeler, madame, le contexte de la lutte. Merci bien pour ce rappel. Et là, dans ce rappel, vous aviez parlé du président Félix Houphouët-Boigny. Donc, ma question sera de nous, de nous expliquer plus ou moins le parcours, qu'il a pu faire dans ce contexte et quelles sont les périodes marquantes de sa lutte et vie politique. Oui. Alors, Félix Houphouët-Boigny, on doit quand même le rappeler, est avant tout un médecin. Il fait partie des premières promotions de médecins. On les appelait médecins auxiliaires africains. Et sorti de l'école de médecine de Dakar en 1925, il va exercer pendant 15 ans son métier de médecin. Ça va l'amener à parcourir la Côte d'Ivoire. Il a commencé d'abord à Abidjan. Ensuite, il a été affecté dans l'ouest de la Côte d'Ivoire à Guiglo. Après l'ouest de la Côte d'Ivoire, il a été affecté dans l'est de la Côte d'Ivoire à Bengourou. Et après, à Bengourou, il sera affecté dans le centre de la Côte d'Ivoire. Il va faire Dimbokro et Tumodi, où va s'achever sa carrière de médecin. Ensuite, il sera chef de canton des Akoué à la mort de son cadet, Dia Augustin. Et puis, je vous ai parlé de la conférence de Brazzaville et je vous ai parlé de la constitution de la 4e République qui reconnaissait Oui, enfin des droits aux Africains. Et dans aux ce Africains, oui. cadre-là, il y aura les premières élections à l'Assemblée constituante française. Et Houphouët-Boigny, qui s'était déjà distingué par son action à la tête du syndicat agricole africain, qu'il va diriger de 1944 à 1947, sera élu député à la constituante française, député d'ailleurs aux deux constituantes françaises. Après, il sera également en 1946 député et il sera député jusqu'aux années 59 en Oui. France. Pendant une quinzaine d'années, il sera député. Et l'événement marquant pendant sa présence au Parlement français, ça sera la loi qui abolit le travail forcé et qui porte le nom loi Félix Houphouët-Boigny. Et donc, ça sera le début de son ascension politique. Ensuite, la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en 9 avril 1946. Ensuite, la conférence de Bamako qui va créer le Rassemblement démocratique africain, qui sera un mouvement panafricain et qui va conduire à la décolonisation politique de l'Afrique. Je rappelle que Houphouët a été choisi président du RDA dès 1946. Il sera d'ailleurs le seul président de ce mouvement-là. Et c'est comme ça que, après la lutte anticoloniale, à partir de 1959, il revient en Côte d'Ivoire. Il sera d'abord Premier ministre parce que, on pourra en reparler, la première constitution de notre pays créait un régime parlementaire. Il y avait un Premier ministre qui était élu par l'Assemblée nationale. Et à partir de 1960, on adopte une nouvelle constitution qui crée un régime présidentiel. Et Félix Houphouët-Boigny sera élu premier président de la République de Côte d'Ivoire en novembre 1960. Il sera réélu à 6 reprises
jusqu'à sa mort en décembre 1993. Voilà, Madame, rapidement brossé le brillant parcours politique de Félix Houphouët-Boigny. Merci, professeur, pour ce parcours bien expliqué parce que nombreuses personnes pensaient que le président Félix Houphouët-Boigny, vu l'histoire qu'on nous raconte, est venu directement de la France et a exercé comme président. Mais là, vu ce que vous avez expliqué aujourd'hui, on découvre qu'il était d'abord en Côte d'Ivoire, il a servi la Côte d'Ivoire, il est allé en France, il a travaillé en France, si je peux le dire ainsi, revenu en Côte d'Ivoire et servi la Côte d'Ivoire. Donc là, résumé ainsi, on voit que le président Félix Houphouët-Boigny, depuis longtemps, avait pour objectif de servir son pays. Là, nous allons parler du président Henri Konan Bédié, à qui le père fondateur a légué son héritage politique. Il a tiré sa révérence le 1er août 2023 à Abidjan. Et celui qui l'a succédé, je vais y arriver, le président Tidiane Thiam, petit-fils d'Houphouët-Boigny. Aviez-vous un jour imaginé un descendant de la famille Houphouët à la tête du PDCI-RDA, professeur? Pourquoi pas? Peut-être pas. On peut jamais. L'avenir n'est écrit nulle part. Ça s'écrit chaque jour. Mais étant donné l'héritage politique de Félix Houphouët-Boigny, étant donné aussi les mérites et les qualités de ses neveux et petits-neveux, forcément, il y en aurait eu un qui se serait intéressé à la politique. Quand Houphouët-Boigny était président de la République de Côte d'Ivoire, il aimait répéter qu'il ne voulait pas que ses enfants, ou bien même que les membres de sa famille, se mêlent de politique. C'est pour ça que tous les membres de la famille n'étaient pas dans les sphères politiques. Je pense que c'était une décision sage. C'était une décision sage. C'est un des rares chefs d'État africains qui a fait ceci. Il n'a pas mêlé ses enfants à la politique. Je vais vous relater une anecdote. Vous Oui, savez que son fils, Guillaume Félix Houphouët-Boigny, vit à Abidjan et il a ses bureaux au plateau. Et une d'accord. fois, je me rendais au plateau et la voiture qui était devant la mienne, c'était la voiture de Guillaume Houphouët-Boigny. J'ai dit à mon chauffeur, est-ce que vous voyez la personne qui est dans la voiture devant? Il me dit, est-ce que vous savez que c'est le fils de Félix Houphouët-Boigny, Guillaume Houphouët-Boigny? Il ne le savait pas. Et il y a beaucoup comme ça dans Abidjan qui ne le connaissent pas parce que leur père, Félix Houphouët-Boigny, ne les a pas mêlés à la politique. La politique, oui. Maintenant, il y a les circonstances. Il y a les circonstances. Nous avons perdu le président Bédié le 1er août 2023. Et parmi les candidats qui pouvaient légitimement aspirer à sa succession, il y avait Tidiane Thiam, dont vous connaissez le brillant parcours scolaire professionnel. En même Oui, temps aussi, il a fait un petit peu de politique dans la mesure où il a été ministre du plan et du développement sous le président le président Henri Konan Henri Bédié. Konan Bédié. Donc, Oui. il a postulé à ce poste et comme vous le savez, il a été élu au congrès extraordinaire du parti qui a eu lieu en décembre 2023. Voilà comment il est arrivé à cela. Je pense qu'il y a en politique une logique des processus qui parfois ne dépend pas de la volonté des individus. Et Oui. c'est cette logique-là qui a amené Kylian Thiam à la présidence du PDCI-RDA, de mon point de vue. Merci bien, professeur. En octobre 1998, le président Thiam a été élevé au rang de grand chef traditionnel de Yamoussoukro par le chef supérieur des Baoulés, Nanan Kwasi Ngo. À cette occasion, les chefs Non, ont le dit chef de canton des Akoué, Tana des Kwasi. Akoué. Voilà. Ok, donc le chef de canton des Akoué. À cette occasion, les chefs ont dit, et je cite, un grand arbre est tombé.
en référence au président Houphouët, mais la repousse est là. En tant qu'historien et après avoir vu le président Thiam à la tête du PDCI RDA depuis presque un an et demi, quelle est votre appréciation de cette déclaration? C'était prémonitoire. J'étais d'ailleurs à cette cérémonie puisque je suis aussi de Yamoussoukro. Et Oui, donc, c'est un proverbe baoulé pour dire que quand un grand arbre tombe, il y a toujours des repousses. C'est oui, pour dire que la relève est toujours assurée. Et je assuré, oui. pense que c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe avec le président Thiam à la tête du PDCI RDA. Et quelle similitude voyez-vous entre le feu président Houphouët-Boigny et le président Thiam, puisque là, on affirme que la relève est assurée. Y a-t-il une similitude entre les deux? Bon, il y a des similitudes frappantes dans l'action politique menée par Félix Houphouët-Boigny et dans le programme que le président Thiam va proposer aux Ivoiriens. Si vous voulez, je vais peut-être passer en revue Oui, les axes prioritaires de ce programme et montrer comment il y a une similitude avec l'action menée par Félix Houphouët-Boigny. Je rappelle que le projet de société, le programme de gouvernement du PDCI-RDS, sous la direction du président Cham, est élaboré et sera euh, connu en temps voulu. La oui, tradition au PDCI, c'est au moment de la convention que le candidat retenu pour être candidat à la présidentielle présente son programme. Vous avez d'accord. certes souvenance du discours-programme du président Bédier Oui, en août 1995, un programme euh, original, ça fait beaucoup de bruit. J'ouvre une petite parenthèse que pour la première fois, pour lui qui est aux États-Unis, quand un président parle, il y a toujours des prompteurs et tout ceci. Et c'est oui, la oui. première fois qu'on utilisait en Côte d'Ivoire. Et ça a été Ah, avec le président Bédier à l'occasion de ce discours-programme. Donc, le nouveau programme du PDCI sera connu certainement à la convention. Mais le président Kiam, à l'occasion de quelques-uns de ses meetings, a dévoilé les axes prioritaires de ce programme. Il y a 6 axes prioritaires. Le premier axe, paix et sécurité. oui, Là également, on peut voir une similitude avec l'action du président Félix Houphouët-Boigny. Félix oui, Houphouët-Boigny disait, sans paix et sans sécurité, tout est compromis. Et il oui, indiquait 3 conditions pour qu'il y ait la paix en Afrique. La mhm, première condition, c'est la paix à l'intérieur de chaque État africain. Grâce à une bonne gouvernance, grâce à la justice sociale, on peut arriver à la paix dans chaque État africain. La deuxième condition, c'est la paix entre les États africains, qui ne se fassent pas la guerre. La troisième condition, enfin, c'est la paix entre l'Afrique et le reste du monde. Le premier axe donc la, de l'action du programme du président Kiam, c'est justement la paix et la sécurité. Et comme il le dit, il faut la paix à l'intérieur de nos frontières, il faut la paix à l'extérieur de nos à frontières. l'extérieur de Il nos y a là frontières aussi. une similitude frappante. Il est là dans la continuité de l'action de Félix Houphouët-Boigny. Le deuxième axe prioritaire de son programme, c'est ce qu'il appelle le capital humain. Vous savez, il n'est de richesse que d'hommes. Je peux même ajouter d'hommes formés et éduqués. Et donc, cet axe-là, c'est pour revenir à ce que Félix Houphouët-Boigny a fait. Je vous donne un chiffre. Oui, En 1959, quand le PDCI RDA est arrivé au pouvoir, dans le cadre de la communauté, de la République, le taux de scolarisation était de 8,5%. oui, Quand le PDCI a quitté le pouvoir à la suite du coup d'État de triste mémoire que vous savez, oui, le taux de scolarisation était à 74%.
Vous avez vu Wow. le bond qui a été fait. Le bon, oui, il Parce est que énorme. Pouet Oui, avait fait de la formation, de l'éducation-formation, une priorité. une priorité. On arrivait même jusqu'à 40% du budget de l'État qui était consacré à l'éducation et à la formation. Et lors d'un de ces meetings, le président Thiam a dit que les enseignants seront à nouveau les chouchous de la République. Effectivement, sous Félix Houphouët-Boigny, il y a eu ce qu'on appelle le décrochage des enseignants. C'est-à-dire, à Mm. diplôme égal, les enseignants étaient mieux payés que les autres fonctionnaires de l'État. Les Mm. enseignants étaient logés gratuitement. J'en parle puisque moi-même, je suis enseignant et que j'en ai bénéficié. Quand vous Oui, arriviez, vous étiez logé. Dans votre logement, le logement était meublé. Vous n'avez qu'à mettre les pieds sous la table. Et puis, bien sûr, vous étiez décroché par rapport aux autres fonctionnaires. Et c'est ainsi qu'on a pu faire des avancées notables dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et le président Thiam veut revenir à cela parce que ce qui fait le progrès d'un pays, c'est la science, l'éducation. oui. Et l'éducation, il faut des enseignants bien formés, bien payés, et il faut donner les moyens pour avoir une éducation de qualité. Et je pense que Mm. c'est le programme que le président Thiam veut mettre à exécution. Le Merci bien, troisième axe professeur. Ah, prioritaire de son désolé, action, allez-y. Oui, 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 c'est ce allez-y. qu'il appelle euh, l'économie dans l'équité, c'est-à-dire développer bien sûr l'économie, mais en mettant l'accent sur l'équité, c'est-à-dire la justice, la solidarité. Il faut que ce soit un développement inclusif, que ce soit un développement qui ne laisse pas des Ivoiriens sur le bord de la route. Que ce soit un développement également qui mette l'accent, qui accorde la priorité à l'initiative privée, qui permettent également de faire émerger des champions nationaux, des entrepreneurs nationaux. On ne peut pas bâtir une économie qui ne soit pas contrôlée par les Ivoiriens, qui ne soit pas aux mains des Ivoiriens. Et donc, c'est cela qu'il entend par développer l'économie, mais en mettant l'accent sur l'équité. L'accent sur l'équité. Le quatrième élément, c'est de faire une société diverse, mais inclusive. Ça a été également le combat de Félix Houphouët-Boigny de réduire les inégalités sociales, de réduire les inégalités régionales. Il y a eu de grandes opérations de développement sous Félix Houphouët-Boigny, justement, pour pouvoir réduire les inégalités régionales. Je citerai l'opération AVB, aménagement de la vallée du Pandaman, qui a permis de créer un grand barrage hydroélectrique à Koussou et en même temps d'introduire de nouvelles spéculations, de développer la pêche, etc. Il y a eu ensuite l'ARSO, l'aménagement de la région du Sud-Est, avec la création d'un deuxième port en eau profonde, qui a été le port de San Pedro. Et donc, je pense que c'est un peu dans cette initiative-là. Je ne peux pas donner toutes les propositions concrètes derrière ces grands axes prioritaires, ça sera fait, mais je pense que ça a été bien étudié. Les groupes de travail mobilisent la crème des militants du PDCI-RDA. Il y en a 400 qui sont au travail depuis plus d'un an et je pense que le résultat sera intéressant. Le, le cinquième élément de ce programme, ce sont les nouvelles technologies pour l'innovation, pour le développement. Et là également, je peux mettre une similitude avec Félix Houphouët-Boigny, qui disait que nous avons raté la révolution industrielle, mais que nous ne devions pas rater la révolution numérique. Je profite. Et si vous avez souvenance, il y a eu un ministère dédié justement à ces nouvelles technologies avec une personnalité de poids dans le PDCI qui était le ministre Ekra Mathieu. Donc là également, on peut établir une, une similitude avec ce que Félix Houphouët-Boigny euh, a fait.
Enfin, le dernier élément de ce programme, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Le développement durable qui prenne en compte les trois piliers économiques, le social, l'environnemental, et de faire en sorte que, certes, pour ce développement-là, on exploite les ressources, mais en pensant aux générations futures pour pouvoir, elles aussi, exploiter ces ressources pour leurs besoins. Donc, je pense qu'en essayant de faire la comparaison entre l'action que Félix Houphouët-Boigny a menée à la tête de la Côte d'Ivoire et le nouveau programme que le ministre Tidiane Thiam propose, je peux dire qu'il y a effectivement beaucoup de similitudes. Et c'est bien ainsi parce Oui. que la vie d'un État, c'est une continuité. Un parti politique également, c'est une continuité. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on retrouve ces similitudes-là. Effectivement, là, pour rejoindre ce que vous avez dit, professeur, tout à l'heure, en ce qui concernait le fait qu'à l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, les enseignants avaient cette possibilité de travailler dans la quiétude parce qu'ils n'avaient pas ce stress, si je peux le dire ainsi, de rechercher un logement, de l'aménager. Moi, je suis un témoignage vivant parce que je suis la fille d'un professeur et dans le temps, j'étais petite, mais ça m'avait beaucoup marqué parce que dans le temps, mon père était à Daoukro, il a commencé à Daoukro Oui, et après, il avait été affecté à Yamsokro. Je me souviens plus du quartier dans lequel on était, mais quand nous sommes arrivés dans l'appartement, en fait, c'était seulement avec nos affaires personnelles, c'est-à-dire les vêtements, parce que l'appartement était tout à meublé. fait. Là, je peux confirmer ce que vous avez dit. L'appartement était Mhm. meublé. Il y avait tout. Et quand nous sommes repartis, nous avons juste repris nos affaires personnelles, c'est-à-dire les vêtements, et nous sommes partis. Donc, Mhm. juste pour Tout à confirmer fait. ce que vous avez dit, et c'était en 93, je me souviens encore. Mhm. Donc, voilà, Tout à les fait. enseignants doivent retrouver Et, cette... Oui, et si vous me permettez d'ajouter que des pays qui sont très avancés économiquement accordent justement une place spéciale aux enseignants. Je vais citer seulement deux pays. La Corée du Sud, oui, allez-y, vous professeur, savez oui. l'importance de l'éducation là-bas, et les enseignants sont les mieux payés, et l'Allemagne fédérale. Oui, Les Allemands, oui. les enseignants sont également considérés les mieux payés. Et donc, je pense que on fait bien de redonner de l'importance à l'enseignement, à l'éducation et aux enseignants. C'est parfait. Donc là, je vais résumer vite fait les six axes prioritaires que vous avez cités pour nos auditeurs parce que je sais qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui prennent note vu l'importance de l'entretien. Donc, le premier axe, c'était la paix et la sécurité. Le deuxième, le capital humain. Le troisième, l'économie dans l'équité. Le quatrième, la Mhm. société diverse Les- mais inclusive. les- Le cinquième point, c'est-à-dire les nouvelles diverses et technologies. inclusives. Oui, Oui, et et- le cinquième point, oui, les nouvelles technologies. oui, c'est Et ça. enfin, le développement durable. Donc, je pense que Mhm. nos auditeurs ont pu noter cela. Donc, nous allons passer à notre question suivante qui est Et ces axes seront déclinés en propositions concrètes. oui, là, on ne peut pas donner le détail parce Je que, disais que ces axes voilà. oui, Les détails bien seront connus, évidemment. je pense, que à la convention. Autant Mhm. voulu, oui, autant voulu. Donc, on le sait, Mhm. le président Feu Henri Konan Bédié a été celui-là même qui a introduit officiellement et coaché le président Thiam dans la politique à travers divers rôles au sein du PDCI RDA, notamment dans la période de 1994 à 1999. Vous qui faisiez partie de ceux qui étaient proches du président Bédié, pensez-vous que le président Thiam a appris du président Bédié, politiquement parlant, et pourriez-vous illustrer vos dires par des exemples concrets, professeur? Oui, nous qui étions là, nous avons tous appris quand vous êtes à côté d'un grand homme, ne serait-ce que de le voir vivre au quotidien, c'est des leçons permanentes dont vous Bien tirez évidemment. profit. Oui, Effectivement, le ministre Siam a commencé d'abord comme conseiller spécial à la présidente de la République. J'étais à l'époque le directeur de cabinet. Ensuite,
il a été nommé aux grands travaux. Ça s'appelait d'abord la direction des grands travaux, qui avait pour grand patron un Français, Antoine Césario. Et on a nommé le président Tidiane Thiam, qui avait 31 ans, directeur général des grands travaux, qui sont devenus par la suite le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Après, il sera ministre du Plan et du Développement. Je pense que pour répondre à votre question, c'est de citer ce que le président Thiam a dit lui-même lors de l'éloge funèbre du président Bédier à la cérémonie qui a eu lieu à la présidence de la République. Je retiens trois éléments de ce discours, trois éléments qui permettent de répondre à votre question. Il a d'abord été frappé par l'humanisme du président Henri Konan Bédier. C'est quelqu'un qui a de la considération pour les autres, qui est attentionné pour les autres, y compris les plus petits. Ça l'a marqué. Quand vous dirigez les gens, il y a quelqu'un qui disait qu'on dirige bien les gens par le cœur. Et je crois que Félix Houphouët-Boigny avait aussi cette qualité-là. C'est pour ça que malgré son départ depuis plus de 3 décennies, il reste encore dans le cœur des Ivoiriens. Donc, l'humanisme du personnage. Deuxièmement, il a été frappé par l'attention particulière qu'il accorde à sa famille, à la vie familiale. Malgré ses hautes fonctions qu'il occupait, il trouvait du temps à consacrer à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à ses petits-enfants. Il en a tiré également une grande leçon de s'intéresser, accorder de l'importance à sa vie familiale si vous voulez réussir. Le troisième élément, c'est l'expérience pratique. C'est quelqu'un qui avait de hautes facultés intellectuelles, mais qui est également quelqu'un de très pragmatique, qui savait allier la théorie et la pratique. Tidiane Thiam, pendant qu'il était directeur du BNET, il s'était fixé chaque mois de sortir d'Abidjan pour visiter la Côte d'Ivoire. Alors, ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, moi, je peux en témoigner. Il a visité toutes les localités, les principales localités de Côte d'Ivoire, dans le cadre de son travail au BNET, qui était chargé, entre autres, de planifier les grands projets, les grands travaux. Et pour faire ce genre d'activité, il faut aller sur le terrain. Et je peux attester qu'il allait sur le terrain. Et par exemple, pendant la grande tournée du président Bédier dans le nord de la Côte d'Ivoire, j'étais avec lui, on était d'ailleurs dans la même voiture. On a fait toute la tournée avec le président Bédier. Nous sommes allés à Bunjali, nous sommes allés à Tengrela, nous sommes allés à Mbengue, nous sommes allés à Korogo, etc. Donc là aussi, il a tiré cette leçon-là, qu'il fallait lier la théorie à la pratique, l'expérience irremplaçable. Et je pense que c'est quelques-unes des leçons qu'il a tirées de sa proximité avec le président Henri Konan Bédier. Et comme ce que je vous dis là, c'est lui-même qui l'a dit dans son oraison funèbre. Merci bien, professeur. Là, nous avons, si je peux le dire, fait l'histoire du parti, l'histoire de ses différents dirigeants. Et là, nous allons revenir à l'actualité. Le PDCI se prépare à la bataille politique pour la conquête du pouvoir d'État en octobre 2025. Toutefois, le parti subit une atmosphère délétère. D'une part, il y a Dame Valérie Yapo, militante temporairement exclue par le Conseil de discipline qui a intenté une action en justice pour faire invalider la qualité de président du parti au président Tidiane Thiam. Il y a d'autre part une campagne de dénigrement orchestrée par des mains obscures contre le président du PDCI-RDA par la presse publique et privée. Encore une fois, en tant qu'historien, qu'est-ce que cela suscite-t-il comme réflexion eu égard
l'histoire du parti, professeur? Oui, bon, l'histoire du parti, c'est jamais un long fleuve tranquille, que ce soit pendant la période coloniale, où il y en a beaucoup qui ont quitté le PDCI en faisant le jeu de l'administration coloniale. Ça n'a pas empêché la progression de la lutte avec la victoire finale sur le colonialisme français. Et même au temps du président Bédier, vous avez certes souvenance qu'il y a un militant qui a traîné devant les tribunaux à plusieurs reprises le PDCI. Donc, Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai, mais ce qui est dommageable, c'est que l'unité du parti est remise en cause. oui, On ne peut pas aller à une bataille en étant désunis. oui, C'est le moyen le plus sûr de perdre la bataille. C'est pour ça que je pense qu'on devrait tous nous ressaisir pour aller en rang serré et soudé à oui, cette bataille pour la reconquête du pouvoir d'État. La justice a été saisie. Bon, on va laisser la justice se prononcer. J'espère qu'elle le fera en toute impartialité et que le parti sortira une fois de plus vainqueur de ces tentatives de déstabilisation. On les a déjà connues auparavant, on les connaît maintenant. Je pense que les militants doivent être sereins, ne doivent pas être déboussolés par ces attaques. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que on lance des pierres à l'arbre qui porte des fruits. Si le président Thiam n'était pas euh, quelqu'un qui a tout ce coffre-là, qui apporte du nouveau non seulement au PDCI, mais dans la politique ivoirienne, on ne subirait pas toutes ces attaques-là. Et quand vous lisez sur les réseaux sociaux ou bien dans la presse certains articles, c'est vraiment de la malveillance. Il n'y a rien de vrai, c'est truffé de contre-vérités. Bon, malheureusement, dans notre pays, c'est un peu comme ça le combat politique et je pense que on devrait fixer des règles. Moi, je prends l'exemple de la France. oui, Il y a une règle non écrite que tous les hommes politiques français respectent, c'est de ne pas parler de la vie privée des hommes politiques. Tout le monde savait que Mitterrand avait une deuxième épouse et une fille cachée, mais personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Et je pense que on devrait également arriver à cela en Côte d'Ivoire. Votre vie privée n'intéresse que vous. Évidemment, si vous avez des phrases que vous occupez des fonctions publiques, qu'il y a des conséquences, évidemment, on en parle. Vous qui vivez aux États-Unis, vous savez ce qui s'est passé sous l'administration Clinton avec oui, le scandale le de scandale, oui. Molika. Mm. Parce que c'était dans le bureau ovale qu'il y avait ces Que cela se primautés-là. passait. Voilà, donc ça touchait quand même à l'État. C'est pour ça que les journaux en ont parlé. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que c'est déjà une ligne de conduite qu'on pourrait adopter dans notre pays. Ça va contribuer à assainir un peu le débat politique. Et puis, c'est de mettre l'accent sur le débat d'idées. La Oui, politique, ce sont les idées. Et les idées, c'est la politique. Or, chez oui, nous, la politique qu'on fait, c'est insulter les gens. Moi, je peux vous en parler quand j'étais aux, aux affaires directeur de cabinet. J'ai été oui, insulté sous toutes les coutures dans les journaux. Bon, quand vous occupez des hautes fonctions, vous avez un devoir de réserve. Donc, je c'est n'allais ça. pas répondre à chaque fois. Euh, Mm. Justement, il y a un journaliste qui était venu tu m'avais écrit un courrier, je m'excuse de parler un peu de moi. C'est pas Non, pour. allez-y, professeur, Moi, allez-y. c'est tout simplement, Mm. ça rejoint ce que je dis, Oui, de ne pas parler de la vie privée des gens. oui, Il m'a écrit pour demander une subvention.
Évidemment, je n'ai pas donné de suite. D'abord, ce n'était pas moi qui m'occupais des questions financières à la présidence, il y avait un directeur financier. Et puis, vous créez vous-même, vous décidez de créer un journal privé. Et le premier qui doit financer, c'est vous, ce n'est C'est pas vous? quelqu'un Oui. d'autre. Comme ça Mhm. n'a pas été fait, il me menaçait. Il dit qu'il va mettre à la une de son journal scandale de Monica à la présidence de Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu, Oui. bon, je ne m'en suis pas occupé et il s'est calmé tout seul. Et puis je me dis aussi que les choses basses meurent de leur propre poison. Donc, Bien il n'y a pas évidemment. besoin de répondre à tout. Pour en revenir à votre question, je pense que les militants du PDCI-RDA en ont vu d'autres. Et je pense que même en Afrique, c'est inédit. Un parti politique qui a subi un coup d'État et qui a réussi à survivre, qui est dans l'opposition depuis un quart de siècle et qui se maintient, je pense que c'est quelque chose à respecter. Nos militants doivent être fiers de leur parti et croire en l'avenir de ce parti. Pour prendre l'exemple de la gauche ivoirienne, vous voyez, elle a éclaté en plusieurs morceaux, ce qui n'a pas Oui. été le cas du Mm. PDCI-RDA. Donc, ce sont des manœuvres, ça relève de la politique politicienne, mais je pense qu'il faut rester serein, unis, soudés pour pouvoir remporter cette présidentielle. Oui, professeur, mais juste pour fermer cette petite parenthèse, quel conseil pouvez-vous prodiguer dans le traitement du cas de Madame Valérie Yapo? Bon, elle a saisi la justice. Moi, je pense que on va laisser la justice se prononcer. Sinon, le parti a fait ce qu'il fallait. Le conseil de discipline l'a suspendu de toute fonction. Donc, vous savez que d'après notre euh, règlement, c'est le Congrès qui décide de l'exclusion d'un militant. Donc, Oui. ça sera le prochain congrès du PDCI qui va se prononcer définitivement concernant son cas. Nous sommes dans un état de droit. Si un, un citoyen saisit la justice, bon, ça va en justice et la justice va trancher. Mais à titre personnel, je suggérerais que nous modifions notre règlement au prochain congrès ordinaire du parti, de sorte qu'un seul militant ne puisse pas se lever, comme on l'a vu sous le président Bédier, comme on le voit maintenant avec Mme Yapo, et remettre en cause, par exemple, le vote des milliers de militants. Il Oui, faudrait qu'on puisse encadrer un peu tout ça. c'est La vrai. liberté a quand même des limites. Et je le dis d'autant plus aisément que notre parti mérite bien son nom de Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Professeur, Oui, d'accord, je c'est suis à vous, parfait. madame. Oui, on ne vous entendait pas, mais c'est bon. Non, Euh, faut reposer la question parce que on ne l'a pas entendu pendant un bon moment. Donc, faut reposer la question, s'il te plaît. d'accord. Euh, euh, Professeur, la question c'était quel était le conseil que vous pouviez donner à Madame Valérie Yapo, parce qu'on avait été coupé pendant un moment. oui, j'avais dit que, bon, euh, le parti avait déjà pris ses responsabilités. Le conseil de discipline l'a suspendu. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est de privilégier l'intérêt du parti. Euh, Bien évidemment. dans un parti politique comme dans toute structure, il peut toujours avoir des divergences, des problèmes entre membres du parti, mais on essaie de faire prévaloir l'intérêt supérieur du parti. Et c'est ce que c'est ce que moi je conseille. D'autant plus que nous avons une grande bataille à mener. C'est la Oui, bataille pour les élections présidentielles et pour la reconquête du pouvoir d'État. Donc c'est oui, ça qui doit primer sur toute autre considération. Et je disais, pour conclure sur ce chapitre-là, que nos adversaires essaient de faire croire que le PDCI n'est pas un parti démocratique, ce qui n'est pas du tout exact. Nous sommes parmi les partis politiques ivoiriens le parti le plus démocratique qui mérite bien son nom.
il y a 2 fois démocratique dans PDCI et RDA. Et comme je le disais, le président Bédier a remis 3 fois son mandat en jeu et il a eu des adversaires de poids, notamment ses anciens secrétaires généraux. Et donc, de même à la Convention, c'est sur élection. Donc, on ne peut pas dire qu'un parti comme ça n'est pas démocratique. Les autres feraient bien de nous imiter. Je ne voudrais pas citer des partis ici, mais il y a des partis qui, depuis 30 ans, n'ont pas fait de congrès et le même président à la tête du parti. Donc, Oui. personne là ne peut pas nous donner des leçons de démocratie au PDC. Et professeur, comment pouvez-vous rassurer les militants qui sont affectés par les attaques injustifiées à travers les médias publics et privés? Je leur demanderai d'avoir le cuir épais, parce que quand vous rentrez en politique, il faut vous attendre à tout. Il faut vous C'est attendre à ça. toutes les attaques possibles. Qu'ils soient sereins, qu'ils croient en leur parti, qu'ils croient au président qu'ils ont élu. Et je pense que c'est l'attitude à adopter. L'attitude à adopter. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un proverbe de chez moi qui dit que c'est à un arbre fruitier qu'on jette la On pierre. jette les Donc, pierres. Oui. si le PDCI n'était pas une réalité dans notre pays, si notre candidat, notre président n'était pas une personnalité qui peut assurer l'alternance, on ne subirait pas toutes ces attaques-là. Ouais. On a plus de 100 partis politiques en En Côte Côte d'Ivoire, c'est de d'Ivoire. notre parti seulement qu'on parle. Mm. Ils nous font Et de la vous avez publicité récemment, d'ailleurs sans s'en rendre compte. ça c'est vrai, vous avez récemment accompagné le président Thiam à la rencontre du samedi 15 mars à Paris. Quelles sont vos impressions de cette manifestation de la diaspora du PDCI RDA? C'était une très grande manifestation. Euh, Ils étaient venus de partout, euh, au moins milliers de personnes, et Oui. il y a eu un échange avec le président du parti qui a pu développer quelques-unes de ses idées et préciser les éléments de son programme. Je pense que ça a été une très bonne rencontre. Et je pense que la diaspora s'est mobilisée parce que le procès qui est fait au président Kiam, c'est aussi le procès des membres de la diaspora ivoirienne. Vous êtes une communauté qui, par son expérience, sa formation, son savoir-faire, parfois ses capacités financières acquises dans les pays où vous êtes, vous pouvez être d'un énorme apport à notre parti, à notre pays aussi. Et voilà qu'on dit que voilà, parce que vous avez eu une autre nationalité, vous êtes disqualifié. Et je pense que c'est ça aussi qui les a mobilisés. Parce que ce combat, ce n'est pas celui du président Thiam seulement, mais c'est aussi le vôtre. Et je pense que c'est une mauvaise querelle qui vous est faite. Et je pense qu'en se mobilisant pour cette manifestation, c'était pour dire au président Thiam, nous sommes avec toi, nous sommes les mêmes, nous sommes tous de la diaspora et nous avons notre place en Côte d'Ivoire. Notre place non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans les autres domaines économiques et sociaux. C'était le message, je pense, que la diaspora voulait faire passer. Merci beaucoup, professeur, pour ce résumé de la rencontre du président avec la diaspora à Paris le 15 mars dernier. Je voudrais vous dire merci pour ces belles réponses parce que moi, je peux vous dire ce soir que j'ai appris beaucoup de l'histoire déjà du parti, de l'histoire du président Félix Houphouët-Boigny, du président Bédier et aujourd'hui de notre président actuel, le président Tidiane Thiam. Nous allons donner la parole à nos auditeurs pour que, à leur tour, ils puissent poser aussi des questions, donner leur avis sur notre échange. Donc, je vous rappelle rapidement le numéro de téléphone. C'est un numéro WhatsApp pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, c'est le +1 857 209 10 23. Donc, je reprends le +1 857 209 10 23. Professeur, puisque là, on avait parlé
de votre ONG. Est-ce que vous avez des activités à venir dans votre agenda? Nous, on a suspendu nos activités. Je vous ai dit que tout le monde était essoufflé un peu financièrement. Oui, Nous avons des idées, de très bonnes idées, mais c'est l'intendance qui ne suit pas. Je vous donne un exemple. Nous avons allez-y. fait un projet de création d'une sorte de banque qu'on a appelé le Crédit mutuel du centre. Vous savez que les planteurs baoulés sont très nombreux, qui contribuent au développement des cultures de rente et tout ceci. Souvent, ils ont de l'argent et ils gardent ça, je ne sais pas trop où, dans des canaries, etc. Donc, on voulait faire une banque, mais vous savez que pour créer une banque en Côte d'Ivoire, le capital qui est demandé, c'est 20 milliards de francs CFA. Si vous convertissez en dollars, M. Kofi, aidez-moi, ça doit faire 100 millions de dollars à peu près. Alors, donc, vous voyez, on est bloqué par ce genre de questions financières. Bon, Oui, on a eu une autre initiative, nous avons créé un journal en baoulé, un petit oui, journal en baoulé. Bon, là également, tout ceci s'est suspendu parce que le combat pour nos langues nationales, c'est un combat important pour oui, nos cultures nationales. Avec mon collègue, le professeur Kwadjo Jérémy, et une collègue américaine, nous avons fait un dictionnaire baoulé qui s'est d'ailleurs très bien vendu. oui, Et maintenant, on voulait également que le baoulé puisse faire un journal, qu'on puisse oui, avoir non seulement des journaux en français, mais pourquoi pas un journal en baoulé. On s'est heurté à une autre difficulté. oui, La plupart des cadres qui sont avec nous, nous ne parlons plus tout à fait bien notre langue, on ne maîtrise pas notre langue comme on le ferait par exemple en français. Et mhm, donc, notre idée, c'était de faire de l'alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire permettre aux paysans d'être alphabétisés en baoulé, et bien donc sûr. qu'ils soient eux-mêmes les rédacteurs de ce journal-là, Oui. qui connaissent mieux la langue pour pouvoir nous proposer des articles. C'est pour dire que les idées, on en a beaucoup, mais c'est le fond qui manque le plus. Je pense qu'avec Et je le rappelle que président, nous avons des membres qui étaient aux États-Unis, qui nous ont fait beaucoup de promesses, qu'il y a des possibilités de financement aux États-Unis. Bon, on n'a rien vu pour le moment. donc ce soir, professeur, je profite de notre échange pour lancer un appel à toutes ces personnes-là qui avaient fait cette promesse de soutenir l'ONG du professeur à travers des financements. Ce soir, par notre radio, je vous fais appel de respecter cette promesse. Comme on le dit, une promesse est une dette. Donc, respectez votre promesse. Je vais donner la parole à Madame Alexandrine Kwasi, qui a voire deux questions à vous poser, professeur. Madame Alexandrine Kwasi, vous avez la parole. Merci, merci Marie-Pascale Oui, Pita. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Allô, madame. professeur. OK, merci, professeur. Alors, je voudrais vous dire merci. Merci. Ce soir, nous avons beaucoup appris à vos côtés. J'avoue que j'étais comme dans un petit rêve. Je rêvais, c'est-à-dire, je pensais d'abord à l'époque ancienne, ensuite à l'époque Mhm. d'après et à l'époque actuelle. Et là, on a vu que nous avons perdu beaucoup de nos valeurs et aujourd'hui, on cherche à retrouver ces valeurs-là. Alors, professeur, que pensez-vous, pour ne pas dire, pensez-vous que le PDCI est très proche du pouvoir d'État cette année? Si oui, quelles sont vos raisons pour expliquer cette position? Alors, la première raison, notre pays a besoin d'une alternance qui propose une nouvelle alternative pour le développement de notre pays. Notre pays a besoin d'une alternative générationnelle, c'est-à-dire qu'il y a toute
des personnes politiques qui ont fait leur temps. C'est comme ça la loi des générations. Et moi qui vous parle, je m'estime par mon âge de cette catégorie-là. Et c'est le PDCI qui, une fois de plus, a donné la bonne direction en réussissant cette alternance générationnelle avec le président Tidiane Thiam et son équipe. Donc ça, c'est le premier bon point qu'il faut que les Ivoiriens, justement, s'intéressent au PDCI et se disent c'est le parti qu'il faut assurer l'alternative en 2025. Ça, c'est le premier élément. Nous avons renouvelé les générations au PDCI. C'est la jeune génération qui dirige le PDCI. Bien sûr, les anciens sont encore là. Ils sont conseillers. On ne va pas les brûler. Et donc, je pense que c'est le premier élément positif. Le deuxième élément positif, c'est le PDCI. Qu'on le veuille ou non, le PDCI, c'est une réalité en Côte d'Ivoire. Le PDCI, c'est un parti national. Le PDCI, c'est le parti de la lutte anticolonialiste. Le PDCI, c'est le parti qui a amené notre pays à l'indépendance politique. Et le PDCI reste dans la mémoire collective ivoirienne le parti du nationalisme ivoirien, le parti de l'expérience et maintenant le parti de l'espérance. C'est cette espérance-là qui fait que beaucoup d'Ivoiriens se tournent vers le PDCI et qui nous fait penser que nous avons de fortes chances, si les élections sont ouvertes, transparentes, démocratiques, nous avons de fortes chances de remporter ces élections-là. Merci, professeur. Alors, si les élections sont démocratiques, transparentes, le PDCI a de fortes chances de remporter ces élections. Alors, mon deuxième point, c'est que je voudrais que vous puissiez nous raconter quelques anecdotes les plus croustillantes que vous tirez de votre proximité avec ces grands hommes d'État du PDCI, c'est-à-dire avec feu le président Félix Houphouët-Boigny, avec le président Henri Konan Bédié et ensuite avec le président Tidiane Thiam. Marie-Pascale? Oui. Oui. Ouais, nous avons un auditeur en attente. Vous permettez qu'on le prenne et puis après le professeur va nous parler. Oui, allez-y, Monsieur Paul Kofi, allez-y. Monsieur Oswald Yao? Monsieur Yao? Il est en mute, apparemment, peut-être qu'il ne m'entend pas. Oh, ok, oui, bonsoir Monsieur Paul Kofi, excusez-moi, j'étais en muté. Bon, Okay. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Alors, je dis bonsoir à tous vos auditeurs, bonsoir à Marie-Pascale et à Madame Kwasi, Alexandrine. Je voudrais dire, vous remercier en tout cas Sphinx Média pour cette émission, pour votre invité de valeur que vous avez, qui nous a aidé ce soir à pouvoir mieux en savoir plus sur le PDCRDA et sur les trois présidents, Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et le président Tidiane Thiam. J'ai deux commentaires. Déjà, premier commentaire, c'était, je voudrais vraiment dire merci au professeur Loukou pour son intervention. J'ai retenu de son intervention certains points. Un point en particulier, c'était l'humanisme et la culture donc, dont il a parlé, dont a bénéficié le président Tidiane Thiam et dont également le président Houphouët-Boigny et le président Konan Bédié, que ces personnalités également partageaient. C'était l'humanisme. Et malgré toutes les occupations, ils prenaient le temps pour éduquer leur famille. Alors, je veux juste donner une anecdote, c'est que, professeur Loukou, j'ai grandi dans le même quartier que vous, et vos enfants, je suis promotionnaire à vos enfants. Nous sommes allés dans la même école, et je peux dire que malgré toutes vos occupations, directeur de cabinet, en l'occurrence du président Konan Bédié, la manière dont vous avez toujours été, nous a toujours également, nous a impressionnés d'une humilité. Et vos enfants également sont très, très, très bien éduqués. En tout cas, ça, c'est ce que je voudrais dire en premier lieu. Et en deuxième lieu, en tout cas, ça, c'est un appel que je lance à tous les militants de la diaspora, tous ceux qui sont à l'antenne au niveau des États-Unis. Je suis délégué de Washington, D.C., PDC de Washington, D.C.
c'est de dire qu'avec votre intervention, je pense que tous ces militants ou sympathisants qui doutaient de ce que le PDCI avait des hommes de qualité, des hommes de valeur avec une mémoire, voilà, je pense que ce soir, ils sont rassurés, ils sont convaincus et on n'a plus rien à leur dire. Adhérez juste au PDCI, rapprochez-vous du président Tidjane Thiam et la Côte d'Ivoire retrouvera son luxe d'antan. Merci beaucoup, professeur Loukou, et à très bientôt. Merci. Merci également. Merci. Alors, on fait quoi? Je rappelle Voilà. rapidement le numéro de téléphone. C'est un numéro WhatsApp. C'est le +1 857 209 10 23. Donc, le numéro, c'est le +1 857 209 10 23. Madame Kwasi, vous pouvez y aller. OK. Professeur Loukou, racontez-nous quelques anecdotes les plus croustillantes que vous tirez de votre proximité avec ces grands hommes d'État du PDCI. Je disais, feu le président Félix Houphouët-Boigny, feu le président Henri Konan Bédié et le troisième, c'est le président Tidjane Thiam. Bon, ce sont des grands hommes, c'est évident. Le président Félix Houphouët-Boigny, ce qui m'a frappé, il avait une très grande connaissance des hommes. Bon, son expérience explique cela. Il a été chef de canton, il a été médecin. Quand vous êtes médecin, vous rencontrez la souffrance humaine, vous rencontrez les hommes, tout ceci, c'est très formateur. Et puis, bien sûr, il a été député, etc. Et puis, une deuxième caractéristique, il avait beaucoup d'humour. C'est la même chose d'ailleurs pour le président Bédié. Et puis, troisième élément, c'était quelqu'un de très cultivé. Euh, Vous savez que ceux qui ont fait les comme William Pointy, nous qui sommes venus après, on avait une sorte de condescendance à l'égard des gens de Ponty, mais c'est la colonisation qui les a cantonnés intellectuellement. Mais le minimum de culture reçue, ils vont le perfectionner, ils vont euh, le valoriser. Et le président Félix Houphouët-Boigny, j'ai eu la chance de pouvoir discuter à plusieurs reprises avec lui. C'était quelqu'un de très cultivé sur tous les sujets. Parlez-lui de littérature, parlez-lui d'architecture, parlez-lui d'histoire. Alors là, c'était son dada. Il était tout à fait informé. Donc, c'était par lui de l'art également. Il était d'ailleurs un grand mécène. Il était un collectionneur de tableaux de maître et il était un mécène pour tous nos artistes. Donc, voilà le personnage, un petit peu. Donc, si on doit donner des anecdotes, il y en aurait beaucoup. Ce que je pourrais dire, euh, quand nous préparions le colloque pour les 40 ans du RDA en 1986, je suis allé lui proposer le comité d'honneur. Et il avait un de ses ministres là-dedans. Il m'a dit, j'approuve votre proposition, mais celui-là, il faut l'enlever parce que je ne suis pas sûr qu'au moment où le colloque va se tenir, il soit encore ministre. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et il a été le seul à avoir été remanié. En même temps aussi, je suis allé le voir pour lui dire, bon, mes collègues et moi, nous sommes prêts. Il me dit, moi aussi, je suis prêt. Je n'avais pas compris. C'est après le colloque que j'ai compris. Tous ces compagnons qui sont venus, ils ont eu droit de la largesse du président. Voilà un peu Félix Houphouët-Boigny. Quant au président Bédié, je vais vous donner peut-être deux anecdotes qui situent un peu le personnage. Nous devions aller en visite d'État dans la région d'Abbeville. Vous savez que la région d'Abbeville était un petit peu en retrait sous Houphouët avec ce qui s'est passé sous le complot avec la mort de Ernest Bouka, qui était président de la Cour suprême. Et donc, le président Bédié rattrapait un peu tout ceci. On a construit un mausolée
pour Ernest Boka dans son village natal à Grand-Maurier. Et donc, au moment où nous préparions cette visite d'État, on recevait plein de notes des services de sécurité, n'y allez pas, on va s'en prendre au président, etc. Ça ne sera peut-être pas un attentat avec un fusil, etc., mais on a préparé quelqu'un mystiquement. Nous sommes en Afrique. Dès que cette personne va serrer la main du président, alors là, c'est fini pour lui. Je suis allé dire ça au président. Voilà les notes des services de sécurité que je reçois, voilà ce qu'on dit. Il s'est bien à rire, il s'est dit, avec ça, ça se dit chrétien, musulman, comme on peut croire pareil, baliverne. Quelqu'un vous serre la main et puis vous allez mourir. C'était vraiment sérieux. La deuxième anecdote, c'est notre visite dans le nord de la Côte d'Ivoire, je vous en parlais tantôt. Vous savez que quand vous arrivez dans le nord, le protocole d'accueil, on vient avec une calebasse, avec de l'eau, etc. Et ceci, et vous devez en boire un petit peu, comme ça. On nous a dit surtout pas, surtout pas. On va vous basser dans le langage ivoirien, ça veut dire qu'on va vous ensorceler, etc. Oui. Le président, comme toujours, avec son hugo, il a pris la calebasse, il en a bu un petit peu. Bon, voilà un peu le personnage. Le Incroyable. président, voilà. Oui. Le Euh, président Thiam, lui Je aussi, il a reste le beaucoup dernier. d'humour et beaucoup de... Il nous racontait au meeting de la diaspora qu'il est un peu comme le, le lapin qui court, qui évite les obstacles qu'on lui tend, et puis arrivé à un moment, il rentre sous un grand arbre et celui qui le poursuit prend l'arbre en pleine figure. Bon, vous pouvez comprendre ce qu'il voulait dire. Là aussi, c'est une anecdote que je peux vous signaler. Il y en aurait Merci, d'autres. professeur. Merci beaucoup pour ces anecdotes. Nous avons un auditeur en ligne, Monsieur Paul Kofi. oui, l'auditeur. Alors, la personne en ligne, vous pouvez intervenir. Je ne vois pas de nom, donc, mais la personne est en attente là. Bon, peut-être qu'elle s'est éloignée de son téléphone. Vous pouvez continuer le temps qu'on essaie de joindre quelqu'un d'autre. Donc, je rappelle rapidement le numéro pour les auditeurs, c'est le +1 857 209 10 23. Le +1 857 209 10 23 pour pouvoir participer et aussi échanger avec le professeur. Allô? Oui, oui. Oui, madame. Alors, Ok, c'est bon, vous m'entendez? Ok, merci. Mon nom, c'est Marlise. Je vis au Texas et je suis membre du PDCI. Donc, j'avais une question pour le professeur. Allez-y. allez-y. Ok. Donc, je voulais savoir un peu, lui, de son avis, étant sur le terrain en Côte d'Ivoire et membre influent du PDCI RDA. Quels sont les prospects pour la victoire en 2025? Quelles sont les perspectives pour la victoire? Les perspectives, voilà, les chances Oui. avec, en tout cas, surtout avec les derniers événements qui se passent. Bon, il y a beaucoup de remue-ménage qu'on entend en tout cas. Mais en gros, pour nous qui ne sommes pas sur le terrain, en fait, avec l'environnement et le climat social en Oui. Côte d'Ivoire, et ce que lui, il a pu observer, quelles sont les chances vraiment pour la victoire en 2020? Écoutez, nous avons toutes nos chances si nous restons unis et mobilisés. Le combat politique, il y a un combat à mener chaque jour et il faut être sur le terrain, c'est ce que le PDCI a compris. Il faut occuper le terrain, il faut aller vers les lecteurs, il faut non seulement convaincre et rassurer nos militants, mais également convaincre ceux des autres partis, convaincre les Ivoiriens qui ne sont pas dans des partis politiques, pour leur dire que nous avons le meilleur projet et surtout nous avons les hommes de qualité pour mettre en œuvre ce projet. Et donc, je pense que ce sont des éléments qui peuvent aider à ce que nous gagnions ces élections-là. C'est le travail de terrain, le travail patient,
continue pour pouvoir convaincre les Ivoiriens que nous avons la meilleure offre politique. Je pense que c'est cela. Maintenant, pour le reste, c'est les urnes qui décident. Mais je vous rassure, madame, que la plupart des sondages d'opinion donnent le PDCI en tête. Merci. Merci, ça c'est rassurant. Merci On beaucoup. peut en rire. On peut en rire. Ouais. Ok. En tout cas, c'est merci. En tout cas, c'est rassurant d'entendre au moins pour quelqu'un venant du PDCI parce que nous, étant à l'extérieur, surtout loin, c'est un peu compliqué. Donc, merci en tout cas pour votre message rassurant. Et puis, on est tous ensemble en fait pour la victoire et on prie que tout se passe bien. Et en tant que nous, en tant que membres de la diaspora, on fera notre effort aussi pour qu'on puisse accéder à la victoire. Donc, merci beaucoup, monsieur. Merci bien, Madame Maris, pour votre appel. Merci, professeur, aussi pour votre réponse. Pour soutenir ce que le professeur vient de dire, j'avais suivi la fois dernière l'honorable à, à une émission au niveau de la chaîne télévisée du parti et il disait comme ça pour rassurer tous les Ivoiriens sur, comme ce que la dame vient de dire, le fait qu'il y ait des doutes, des inquiétudes en ce qui concerne la candidature du président. Quoi qu'ils disent, quoi que l'adversaire dise, même s'il disait en riant, ils mettent le critère de la taille, c'est-à-dire pour être président aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut avoir une certaine taille, même s'ils mettent en avant C'est ce bien d'être critère, grand et petit. voilà, notre candidat va passer. Donc, quand j'ai suivi cela, effectivement, ça m'a rassurée parce que ça montre combien de fois aujourd'hui le parti est prêt sur tous les angles, c'est-à-dire avec le candidat, avec les membres du parti. Et comme le délégué Oswald l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait de nouvelles personnes encore dans le parti. Il faudrait que les jeunes, c'est-à-dire, se disent qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit être pas dirigée par des personnes que le peuple ne connaît pas, mais des personnes qui sont là, qui ont toujours été là avec nous. Parce que l'argument quand on nous présente aujourd'hui le président Tidiane Thiam comme quelqu'un qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, quand on entend le professeur nous expliquer que le président Tidiane Thiam était celui-là même qui voyageait, qui découvrait des villes, des contrées de la Côte d'Ivoire afin de mettre sur pied son projet étant ministre, je pense que tout est dit en fait. Aujourd'hui, avec l'échange que nous avons eu avec le professeur, tout est dit de sorte à ce que chaque Ivoirien comprenne que le président du parti, c'est-à-dire du PDCI RDA, est le meilleur choix pour les Ivoiriens. Alors, Marie-Pascale, nous avons Oui, Monsieur Paul en Koufi, attente. allez-y. Bonsoir, je peux y aller? Oui, allez-y, monsieur. Vous vous présentez et vous posez votre question si vous avez une question. Bien entendu. Bonsoir, Monsieur Georges Abdulin. Bonsoir, professeur Loukou. La question que j'ai, le professeur a notamment écrit beaucoup de livres, énormément sur le PDCI. Ce sont des livres qui peuvent être vraiment des ressources pour les nouvelles générations, des nouveaux militants. Surtout, je voulais demander si ces livres-là, il y a un projet pour les mettre à disposition des gens de la diaspora parce que ils sont quasi inexistants en librairie, bon, je peux dire en ligne. Donc, je voudrais savoir s'il y a des initiatives pour mettre ces livres à la disposition des membres de la diaspora, surtout ceux des États-Unis. Merci. Écoutez, il y a deux possibilités. Je peux faire parvenir des exemplaires à votre délégation pour les mettre à la disposition des militants. Et puis, sans faire la publicité, si vous allez sur les plateformes telles que Amazon et puis la FNAC, vous pouvez commander ces ouvrages en version papier comme en version numérique. Donc, voilà les deux possibilités que vous avez. Maintenant, si la délégation veut des ouvrages en particulier qui veulent les vendre aux militants, ils me font signe
Ils me disent combien d'exemplaires ils veulent. Je leur fais parvenir ça par DHL aussitôt. Merci beaucoup. Mais sinon, vous allez sur toutes ces plateformes-là, vous pouvez commander ces ouvrages. Et concernant le président Béthier, pour lui rendre hommage, j'ai fait un article au moment de ses funérailles qui est intitulé La présidence de Henri Konan Bédié, une symphonie inachevée. Je vais faire parvenir à M. Kofi le document et puis vous pourrez le partager sans restriction. Vous pourrez même le traduire en anglais si vous le voulez. Je vous le ferai parvenir. C'est un document qui fait 38 pages. On va le transcrire en anglais. Parce que D'accord, nos très bien. enfants qui ne parlent qu'anglais, donc Voilà. voilà, qu'on leur parle de notre histoire aussi. Voilà. Et là, c'est un bilan avec des faits vérifiables sur la présidence de Henri Konan Bédié. Parce que souvent, on médit, on raconte des contre-vérités sur le président Bédié, qui en 5 ans a fait un travail formidable. Et dans le document que je vais vous envoyer, vous avez les éléments précis. Je prends seulement un exemple. Le président Bédié a fait exactement 5 années et 15 jours à la tête de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas 7 ans comme on dit. Il a pris le pouvoir le 7 décembre 1993 et a eu le coup d'État le 24 décembre 1999. Ça ne fait pas 7 ans, ça ne fait pas 6 ans, ça fait 5 ans et 15 jours. Et en 5 années, vous allez voir tout ce qui a été fait. Je prends seulement un exemple. Au niveau des routes, puisqu'on fait beaucoup de publicité sur les routes ici maintenant, en 5 ans, il a construit 1000 km de routes. Ce que le pouvoir actuel, ils en sont à 1600 km de routes. Rien que cet exemple-là, sans compter les autres éléments qui ont été faits, notamment l'indépendance énergétique. C'est avec le président Bédié qui a eu Azito, qui a eu Cyprès II, que la Côte d'Ivoire a eu son indépendance énergétique au point de vendre de l'électricité aux pays voisins. Donc, on ne peut pas dire que son bilan a été négatif, ce sont des contre-vérités. Je vais vous envoyer le document et vous pourrez apprécier sur pièce. Je donne des faits, des chiffres que vous pouvez vérifier. Merci, professeur, Merci pour beaucoup, déjà cette professeur. proposition de nous permettre d'utiliser votre bibliographie. Et je pense qu'effectivement, les Ivoiriens aujourd'hui ont besoin de ces preuves-là parce qu'il y a une communication qui est fausse, qui est beaucoup utilisée. Donc, je pense qu'avec votre bibliographie et surtout cet article dont vous nous parlez, nous allons l'utiliser de sorte à faire savoir aux Ivoiriens que, voilà, comme vous l'avez dit, la publicité actuelle est fausse en ce qui concerne les infrastructures parce que en 15 ans, le résultat de 15 ans est moindre que celui de 5 ans. Donc, déjà, je tenais à vous dire merci pour la disposition de vos ouvrages. Professeur Jean-Noël Loukou, ça a été un plaisir pour nous ce soir d'échanger avec vous. Quel est votre mot de fin? D'accord. Je vous remercie encore une fois de m'avoir permis d'échanger avec les Ivoiriens de la diaspora aux États-Unis. Je pense qu'on a eu une discussion intéressante. Ce que je peux vous dire à la fin de cette émission, c'est que notre pays a changé, mais nous continuons de mener le même combat pour promouvoir les valeurs de liberté, de paix, de dialogue, de justice et de solidarité. Nous avons su au PDCI poser les bonnes questions qui conditionnent l'évolution et le développement de notre pays. Nous apportons des réponses appropriées qui prennent en compte les changements de notre monde. La mission du PDCI, qui a été interrompue de la façon que vous savez, n'est pas achevée. Nous devons sortir notre pays, la Côte d'Ivoire, du sous-développement, en faire un pays industrialisé, un éléphant d'Afrique, comme on disait au temps du président Bédié. Nous allons retrouver par les urnes le pouvoir que nous avons perdu.
par les armes. Et nous allons offrir au peuple ivoirien de nouvelles années de prospérité dans la paix et la sécurité. Que tous nos militants en soient convaincus, qu'ils soient mobilisés, unis pour pouvoir reconquérir le pouvoir d'État pour atteindre tous ces objectifs-là et achever la mission de notre parti. Voilà ce que je pourrais dire, mesdames et messieurs. Merci, Pascal. professeur. Merci. Oui, oui, Monsieur Paul Kofi. Oui, sans vouloir vous interrompre. Alors, il y a M. Oswald Yao, le délégué général de Washington, D.C. Alors, il me charge de dire au professeur qu'il répond à l'appel de l'ONG. Donc, il est volontaire pour contribuer au soutien de l'ONG et je pense qu'il va se faire C'est fort super. de mobiliser du monde autour de lui. Voilà le C'est message que je voulais super. passer de sa part. Merci. Si vous ne pouvez pas savoir comment dans nos campagnes, il y a vraiment la misère quand vous voyez, et tout ce qu'on peut faire avec des petits moyens, vraiment, ce serait vraiment intéressant et vous pouvez compter sur nous que s'il y a de l'argent qui est envoyé, ça sera utilisé à bon escient. Merci beaucoup, Monsieur Oswald Yao. Et je tenais aussi à dire merci à la radio parce que c'est grâce à cette radio-là aujourd'hui que la diaspora d'Amérique viendra soutenir bien évidemment l'ONG du professeur. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec un véritable délice de fait de nostalgie que nous avons écouté le professeur Jean-Noël Loukou à travers son brillant exposé sur l'histoire de la vie du PDCI-RDA. Nous espérons que les uns et les autres ont une meilleure visibilité et une bonne lisibilité de la gouvernance du président Tidiane Thiam, gouvernance qui a pour fondation l'héritage politique que lui a légué ses prédécesseurs. Je tenais aussi, par ma voix, dire merci à Madame Nana Fadiga, qui est aujourd'hui comme une mère pour nous, pour les membres de la radio et aussi de la diaspora. Grâce à Madame Nana Fadiga, nous avons pu échanger ce soir avec le professeur Jean-Noël Loukou. Donc, je tenais à lui dire merci. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre attention toujours soutenue et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. C'était Marie-Pascale Pita interrogeant le professeur d'histoire Jean-Noël Loukou. Merci bien, professeur, et bonne soirée. Merci également encore à vous.